Donc cet après-midi, 2 grosses sessions. Et la première session concerne les aspects chirurgicaux. Et vous allez voir qu'il y a des choses qui évoluent sur les approches chirurgicales avec plutôt globalement de bonnes nouvelles. Et donc on va avoir 3 présentations. Et la première, il a été décidé par le conseil scientifique de le donner à une profession qu'on ne voit pas toujours dans les prises en charge médico-chirurgicales, c'est les anesthésistes. Et les anesthésistes sont toujours très impliqués dans la prise en charge globale des patients vivant avec des problématiques neuromotrices. Et donc c'était important d'avoir l'un de nos étendards de l'anesthésie-réanimation, le docteur Trabelsi Choki, qui réfléchit à toutes les modalités d'anesthésie les plus légères et les plus adaptées à chacune des patients qui sont opérés par nos chirurgiens orthopédistes. Et donc, il nous paraissait important, et puis c'est lui aussi qui veille pendant la période périopératoire. C'est lui qui veille pendant les 48 heures après la chirurgie, avant que nous prenions le relais, qui décide un petit peu de la prise en charge médicale du périopératoire. Et donc je le remercie vraiment beaucoup de venir nous rejoindre et de faire ce topo de 20 minutes sur le périopératoire, préparation du patient polio à la chirurgie, incluant la confrontation à l'anesthésie. Eh bien mon cher Choki, c'est à toi. Bonjour à tous et à toutes. Je tiens à remercier tout d'abord les professeurs Alain Yelnik et François Genet, ainsi que M. Robert Cordier, pour m'avoir invité pour faire cette communication. Je travaille à l'hôpital Raymond Poincaré à Garches depuis quelques années déjà. Donc, comme vous le savez tous, c'est un hôpital qui est tourné vers l'handicap. Oui, je voulais juste revenir un tout petit peu. En arrière ? Oui. Donc, hôpital tourné vers l'handicap, et on voit différents types d'handicap, y compris les patients polio. Là, à titre anecdotique, un poumon d'acier qui a servi pendant l'épidémie polio de traitement des patients de forme grave en réanimation. Et d'ailleurs, le service de réanimation de Garches a été créé à cause ou grâce à cette épidémie polio dans les années 60. Donc là, c'est le poumon acier, ventilation à pression négative. Et là, une représentation de l'équipe médicale à l'époque. En fait, le terme polio est connu mondialement dans tous les pays, dans toutes les catégories sociales, économiques. Par contre, la maladie en soi est très peu connue, sauf bien évidemment par les patients polio qui la connaissent souvent mieux que quiconque, et aussi les personnels soignants et les spécialités directement impliquées dans la prise en charge des patients polio. Pas mal d'autres spécialités médicales, donc ne connaît pas très bien, voire pas du tout la polio, et le monde de l'anesthésie n'échappe pas à cette règle. En effet, en côtoyant les patients polio, on apprend mieux à leur côté qu'à travers les publications en littérature scientifique, qui est malheureusement très peu fournie. Donc, ma présentation va s'articuler sur 2 parties. Une première petite partie qui comportera quelques rappels et définitions physiologiques physiopathologiques que vous connaissez certainement et dont mes collègues orateurs ont parlé déjà, mais pour nous importantes pour comprendre ce qui se passe, pour pouvoir adapter la deuxième partie qui est la prise en charge pratique en anesthésie et en médecine périopératoire. Donc, comme vous le savez tous, c'est une maladie virale, hautement contagieuse, causée par 3 souches de virus. L'OMS a lancé une grande campagne d'éradication grâce à la vaccination, mais l'éradication n'est pas obtenue jusqu'à maintenant.
Et donc, on a un nombre considérable de patients polio, post-polio ou polio survivor. Donc, les appellations diffèrent, mais l'entité est la même, qui vont être appelés à subir différents types d'anesthésie ou de chirurgie pour digestive, gynécologique ou autre. Donc, il dit chirurgie, donc anesthésie, et forcément, et le socle et en même temps la hantise des anesthésistes, c'est la sécurité. Or, pour développer la sécurité, il faut des données et des publications pour lesquelles on va se baser. Malheureusement, pour faire une petite recherche anesthésie et polio, il n'y a que 24 publications sur les 20 dernières années sur le moteur de recherche PubMed, mondialement connu. Donc, et donc, dans ces articles, il y aura essentiellement des cas cliniques, uniquement 2 études rétrospectives et une revue générale dont je montre ici, publiée en 2005 dans la revue Anesthésiologie par Lambert, qui donne une explication assez importante sur un plan physiologique et qui aura des implications sur l'aspect pratique. Donc là, on voit en A une schématisation d'un motoneurone avec un noyau au niveau de la corne antérieure de la moelle épinière. Ceci est une coupe transversale de la moelle épinière. Donc le noyau se prolonge par un axone qui se dirige vers la terminaison nerveuse, vers le site effecteur qui est le muscle. En cas de polio, on en assiste à une destruction des motoneurones, et ce qui conduit à une paralysie musculaire. Quelques semaines, voire quelques mois après, on assiste à une phase de régénération à partir de bourgeonnement des terminaisons axonales au niveau du site effecteur, et ceci recrée une nouvelle unité motrice géante. Et donc, les patients polio retrouvent une force musculaire, une activité quasi normale, voire normale. Par la suite, après plusieurs années, voire des décennies, apparaît l'entité qu'on appelle le syndrome post-polio, dû à une dégénérescence nouvelle des terminaisons nerveuses, entraînant une atrophie musculaire et par la suite des paralysies. L'hypothèse serait que ça serait dû à une surutilisation de l'unité motrice avec une utilisation également fonctionnelle accrue, ce qui abîme les terminaisons nerveuses et qui aboutit à leur dégénérescence. Je passe sur cette plaque. Donc, ceci implique les symptômes cliniques suivants. On assiste donc à une dégradation tardive qui est multifactorielle, due au vieillissement, à la prise de poids, aux éventuelles maladies associées, la symptomatologie, donc fatigue, faiblesse musculaire, douleur, et les conséquences, donc une diminution de la possibilité de la marche, à monter ou à descendre des escaliers, et ce qui expose à un risque de chute. D'après les travaux et les publications du professeur Yannick, on estimerait des patients polio à 50 000, peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Ceci, c'était en 2013. D'autres manifestations apparaissent, mais on va se concentrer essentiellement sur les manifestations ostéo-articulaires avec des tendinites et surtout une arthrose secondaire qui va intéresser cette fois-ci le membre souvent sain ou non atteint dû à une surutilisation du membre et une sollicitation accrue, ce qui amène les patients souvent à consulter. Donc, on les voit souvent à Garches, nous, entre anesthésistes et chirurgiens, et mon collègue Fabien Calais va en parler tout à l'heure. On propose des arthroplasties de hanches ou de genoux aux membres sains pour ces patients. On peut avoir également des complications respiratoires qui peuvent être variées. Ça va de l'insuffisance respiratoire restrictive à une apnée du sommeil, due ou causée par la faiblesse musculaire et aussi par les déformations éventuelles du rachis. Une des études récentes et surtout importante, elle date de 2016, publiée dans la revue Anesthésiologie, Anesthesia and Analgesia. C'est une étude rétrospective de cohorte qui a comparé 2 groupes, elle a appareillé 2 groupes
un groupe témoin de 200 patients ou contrôle et un groupe appelé polio comprenant 100 patients qui sont amenés à subir divers types d'interventions chirurgicales lourdes. Donc on voit sur les populations, et l'objectif était de comparer les effets anesthésiques et les modalités anesthésiques et surtout répertorier les complications post-opératoires et essayer d'avoir une imputabilité liée à la polio. Donc le tableau 1 montre les caractéristiques démographiques et on voit qu'ils sont comparables sur tous les éléments, âge, sexe, différents types de classification. Il y a un élément uniquement qui diffère, c'est le déficit neurologique. Chose bien évidemment attendue. On a 36% des patients dans le groupe polio qui présentent des déficits neurologiques. Par ailleurs, les caractéristiques anesthésiques étaient comparables. L'anesthésie générale était la règle dans presque 99% des interventions. Il n'y avait pas de difficulté particulière de management ou de prise en charge entre les deux groupes. Je reviendrai aux résultats à la fin de la présentation. Donc on passe maintenant à la deuxième partie, c'est la prise en charge périopératoire. Qui dit périopératoire, c'est un concept, c'est la médecine périopératoire. Ça part de l'évaluation du patient en consultation pré-anesthésique, à sa préparation éventuelle, aux différentes explorations ou investigations demandées, à la phase opératoire ou prise en charge anesthésique à proprement parler. Et troisième partie, c'est la période post-opératoire qui commence en salle de réveil et qui peut durer jusqu'à 24 à 72 heures après. L'évaluation préopératoire. On va commencer par une évaluation qui est systématique, générale à tout type de patient. Donc, selon les recommandations de la Société française d'anesthésie et réanimation, on va évaluer le risque en fonction du terrain, entre guillemets, des antécédents du patient, selon différents types de classifications, selon la nature de l'intervention également, programmée ou pas, programmée ou urgente, prolongée ou pas, etc. Selon l'état préopératoire du patient et aussi en fonction des complications potentielles attendues dues à l'intervention. Et si jamais l'interrogatoire et l'examen clinique sont tout à fait normaux, il n'y a pas de lieu à demander d'examen complémentaire ni de prise de sang, par exemple, pour certains types d'interventions. À côté de la classification ASA, classification en termes de gravité de l'état de patient pour toute pathologie. ASA 1, pas de pathologie. ASA 5, c'est le patient très grave dont le pronostic vital est engagé dans les 24 heures. On passe maintenant à l'évaluation préopératoire spécifique pour les patients polio. Donc, on va recueillir certains éléments. Les antécédents antérieurs à la polio, il peut y avoir d'autres pathologies, hypertension, diabète, bronchite chronique ou autre. L'âge du patient au moment de l'atteinte initiale, élément important et qui peut parfois renseigner sur l'éventuelle gravité de l'atteinte. La sévérité de la maladie et notamment la présence de symptômes bulbaires qui entraîneraient des conséquences respiratoires avec une insuffisance respiratoire potentielle. L'existence d'un déficit moteur, l'importance de la récupération partielle ou pas, la quantification, et ceci dans l'idée d'anticiper la probabilité de développer un syndrome post-polio. Ces patients sont souvent douloureux, chroniques, avec une consommation d'opioïdes au long cours. Donc, il faudra faire un état des lieux des douleurs chroniques qui sont souvent de causes mixtes et complexes en même temps, afin d'en tenir compte pour les maintenir en périopératoire et en même temps ne pas aggraver la situation au risque de tomber dans un surdosage. On fera aussi un état des lieux des contractures ou des formations vertébrales qui sont importantes, qui peuvent, un, pour le positionnement du patient et deux, présager d'une éventuelle complication respiratoire.
Éventuellement, on pourra faire appel aux médecins rééducateurs pour une évaluation plus précise si le besoin est nécessaire. On passe maintenant à l'évaluation respiratoire, qui est la partie la plus importante, indépendamment du déficit moteur. Je parle importante pour le périopératoire, pour la prise en charge anesthésique, bien évidemment. Donc l'atteinte pulmonaire peut être très variable. Souvent, on n'a aucun symptôme, le patient est asymptomatique, ne se plaint de rien ou ne présente aucun symptôme, mais ça peut aller vers une ventilation pression positive la nuit, voire dans les cas extrêmes, trachéotomie avec une ventilation contrôlée au long cours. Tout symptôme inciterait à explorer, au minimum par une radiographie de thorax, une exploration fonctionnelle respiratoire, une gazométrie du sang. L'exploration fonctionnelle respiratoire est intéressante parce que souvent, en cas d'atteinte respiratoire, on a une diminution de ce qu'on appelle les volumes respiratoires. J'aurai un schéma qui va expliquer ce que ça veut dire. Et notamment rechercher une apnée du sommeil ou un syndrome d'hypoventilation alvéolaire, élément à prendre en considération, et notamment l'appareillage de l'apnée du sommeil ou pas. En cas de doute, faire appel au pneumologue pour plus approfondir ces explorations. Et donc, à côté, on a une schématisation d'un résultat d'une exploration fonctionnelle respiratoire. VT, ça veut dire volume courant, c'est-à-dire le volume d'air qu'on respire à chaque inspiration et expiration normale. VRI, volume de réserve inspiratoire, c'est le volume maximal qu'on mobilise après une inspiration normale. Volume de réserve expiratoire, c'est le volume qu'on expire au-delà d'une forcée, au-delà d'une expiration normale. Et donc, en cas d'atteinte pulmonaire, il se développe souvent une insuffisance respiratoire restrictive qui entraîne une diminution des volumes et donc de ces deux éléments. La capacité vitale, c'est l'air qu'on mobilise au maximum après une inspiration et une expiration forcée. Et la capacité pulmonaire totale, c'est l'air contenu dans les poumons après une inspiration forcée. Donc, ces deux éléments sont abaissés en cas d'atteinte pulmonaire et leur baisse au-delà de 50% peut présager de risques de complications respiratoires potentiellement sévères. Associé à l'évaluation respiratoire, on va s'attacher à l'évaluation de ce qu'on appelle les conditions d'intubation et de ventilation au masque. Éléments pour nous fondamentaux d'évaluation. C'est l'évaluation classique. On recherchera des antécédents connus d'intubation difficile. On s'attachera à préciser la classification Mallampati qui est schématisée là. La visualisation de la luette à l'ouverture de bouche est importante. À partir de la classe 2, on peut être exposé à un risque d'intubation difficile. On s'attachera également à préciser la distance thyromontonienne et, comme je l'ai cité auparavant, une ouverture de bouche. Pour les patients post-polio, l'existence de déformations rachidiennes et d'une insuffisance respiratoire ainsi qu'un surpoids peuvent présager de situations d'intubation difficile et aussi de ventilation au masque difficile, auquel cas il faudra préparer un matériel adapté spécifique et être prêt à utiliser ce qu'on appelle nous algorithme en cas de difficulté de passer à l'étape B voire C. Enfin, l'évaluation préopératoire s'attachera aussi à préciser les antécédents cardiaques, notamment rechercher une insuffisance cardiaque, une hypertension artérielle pulmonaire, des signes digestifs, notamment reflux gastro-œsophagien, qui présagerait d'une situation à estomac plein pouvant être source de complications, notamment d'inhalation du contenu gastrique pendant la période procédure anesthésique. On passe à la phase péropératoire ou opératoire proprement parlé. Première question qui se posera à nous, c'est le choix de la technique anesthésique.
quand, bien évidemment, la situation chirurgicale le permet. Par exemple, en cas de laparotomie, c'est-à-dire chirurgie abdominale, on n'aura pas le choix, ça sera forcément une anesthésie générale. Donc le choix entre anesthésie générale ou loco-régionale. Comme je l'ai dit précédemment, très peu de données dans la littérature. On a quelques cas cliniques isolés. L'arraché-anesthésie serait controversée car l'anatomie, en cas de déformation, exposerait à des ponctions de rachis difficiles ou risquerait d'aggraver un déficit neurologique ancien. Ceci reste très théorique et il n'y a pas de données scientifiques là-dessus. Autre publication qui est contre, le cas de survenue d'une complication syndrome de la queue de cheval après une rachis-anesthésie. Et ça serait dû à une sensibilité accrue à une combinaison de microtraumatismes mécaniques liés à la technique d'anesthésie à l'aiguille, en fait, et à la neurotoxicité des anesthésiques locaux. Une atteinte de la moelle épinière qui exposerait à des paralysies, y compris perte des sphincters. Mais ça reste une complication exceptionnellement citée. Alors, le rationnel qui expliquerait pourquoi les patients polio seraient plus susceptibles à ces complications, c'est que, comme je l'ai cité auparavant, le nombre de motoneurones est moins élevé. Et donc, il risque d'y avoir un dysfonctionnement résiduel ou une demande métabolique accrue, car ils fournissent des unités motrices géantes. Donc, d'où ils seraient plus sensibles aux doses usuelles de médicaments. Par conséquent, il faudrait qu'on diminue la concentration des médicaments qu'on utilise dans la rachis-anesthésie. Pareil, tout est théorique. Ce qui, je retrouve la plaque où il y a moins de motoneurones et donc théoriquement plus de sensibilité aux médicaments dans ce cas. Par contre, en fait, réellement, l'anesthésie loco-régionale reste un procédé de choix pour les patients anesthésiques. Une deuxième étude rétrospective brésilienne publiée en 2008 a inclus 133 patients atteints de post-polio, dont 66% avaient des séquelles neurologiques en membre inférieur. L'arraché-anesthésie a été la technique de choix choisie dans 64% des cas. Et finalement, en fait, les complications étaient communes aux complications chez les patients en dehors de syndrome post-polio et subissant une arraché-anesthésie. Et surtout, il n'y a pas eu d'aggravation de leur état neurologique imputable à la technique anesthésique utilisée, ce après un suivi de 24 mois. Au final, le choix de technique anesthésique se fera en fonction au cas par cas, évaluation balance bénéfice-risque, type de chirurgie mineure ou majeure, contexte urgent ou programmé, le degré du syndrome post-polio et les maladies associées. On veillera à l'installation du patient en salle d'opération pour éviter d'avoir des compressions nerveuses qui aggraveraient le déficit neurologique associé. On veillera au réchauffement du patient parce que le patient post-polio est plus sensible au froid en réchauffant les liquides, utilisant des couvertures chauffantes et des solutés de levage chaud. Pour les curares, on va bien évidemment les monitorer. On pourra les utiliser moyennant une surveillance rigoureuse qui est fortement recommandée et qui sont indispensables dans certaines situations chirurgicales et en veillant à diminuer leur posologie pour ne pas avoir affaire à ce qu'on appelle une curarisation résiduelle, qui peut être potentialisée par l'utilisation de certains gaz anesthésiques pour l'entretien de l'anesthésie, que sont les gaz halogénés. En fin d'intervention, on réduit pratiquement la dose de tous les médicaments, on recourt au traitement antivomitif et gestion de la douleur, qui est un élément clé, qui doit être multimodal. On veille aux doses d'opioïdes qui sont déjà utilisées. Et on sait plus les patients sont douloureux en préopératoire, plus grand sera leur besoin antalgique et plus la douleur sera délicate à contrôler. La période post-opératoire reste aussi une période clé. Principale complication redoutée, l'insuffisance respiratoire post-opératoire. On va la prévenir par une surveillance plus prolongée en salle de réveil, un positionnement semi-assis, des aérosols et une kiné si besoin.
Donc, pour revenir aux résultats de l'étude, il n'y a pas eu de complications respiratoires plus élevées chez les patients post-polio. On pourra aussi recommander les protocoles RAC, récupération rapide après chirurgie, qui visent à réduire la durée d'hospitalisation et tout en garantissant la qualité des soins, en veillant aux particularités chez les patients polio. Et l'hospitalisation ambulatoire sera encouragée et totalement bénéfique pour les patients polio, comme tous les patients en général. Au final, donc, les messages clés, s'il y a des messages à retenir, on favorise l'anesthésie locorégionale dans la mesure du possible, tout en réduisant les doses des médicaments. Les curares sont utilisables, mais il faudra les surveiller par un monitorage continu. Une surveillance un peu plus rapprochée en salle de réveil si besoin. Traiter et prendre en considération la douleur chronique et la consommation des opoïdes. Et au final, encourager la chirurgie ambulatoire et le protocole RAC. Et au final, le patient polio, c'est un patient comme les autres. Merci. Merci. Allô. Merci beaucoup, Choki, pour cette présentation complète. Est-ce qu'il y a peut-être une question rapide pour Choki, parce que c'est la partie anesthésie est un petit peu différente. Très bien, on y va. Moi j'avais une question. Oui, tout simplement, j'avais une question. Donc la technique pour limiter peut-être les risques, est-ce qu'il y a des techniques actuellement de, comment dire, je trouve pas le mot. D'endormir les gens, d'hypnose, pardon, oui. La technique d'hypnose existe dans un certain centre référent. Toutefois, le succès de la technique d'hypnose peut être aléatoire et ne peut pas être une alternative à ce jour absolue. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Oui. Ah, la première. Ouais. C'est bon? Oui, bonjour. Au sujet des préconisations que vous avez faites, il y a une chose, vous avez dit que le patient polio était un patient comme les autres. Je pensais aux addictions. Dans le questionnaire, si mes souvenirs sont bons, les questionnaires qu'on a avant l'anesthésie, on nous demande éventuellement tout ce qui est alcool, cigarettes, CBD et cannabis. Voilà. Sachant que pour la douleur et pour certaines choses, nous, polio, on a un effet par rapport au CBD et au cannabis. Je voulais savoir quels étaient les risques pour tout le monde à ce sujet. Alors, les addictions sont recherchées également chez tous les patients. Ça fait partie des questionnaires classiques qu'on donne à tous les patients. Vous avez bien dit, alcool, tabac et drogue en général, entre guillemets drogue, parce que le cannabis a ses indications thérapeutiques, bien évidemment. Donc, l'idée, c'est de faire l'état des lieux lors de l'évaluation et de la consultation pré-anesthésique. 1, pour connaître. 2, pour envisager avec le patient de continuer la consommation si c'est possible. Parce que, par exemple, s'il fume le cannabis, ça ne sera peut-être pas compatible pendant les 24-48 premières heures, pourra remplacer par des formes orales. Donc, ça sera pris en considération. Continuer si possible, voire remplacer par d'autres substances.